Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo-Voyage avec Gaëtan. C'est parti pour une nouvelle interview de voyageurs à vélo. Aujourd'hui, l'épisode 43. On est avec François Lemancel. La dernière fois, l'épisode 42, forcément, on était avec Katia qui nous partageait ses voyages sur le chemin de Compostelle avec son vélo électrique. Donc, vous voyez, rien à voir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de changer de destination, de changer chaque fois de façon de voyager. Avant de laisser François se présenter, je vais remercier comme à chaque fois les contributeurs qui ont laissé un petit quelque chose sur ma page Buy Me a Coffee. Vous savez, moi, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu, mes petits voyages à vélo. Donc, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, je remercie Alain Oriol, Dominique Stéphane et Antonin Aguera. C'est vraiment sympa. Merci à vous et vraiment, ouais, ça me touche vraiment. Autre chose avant de commencer, pendant la vidéo, si vous avez des questions à poser à François, vous pouvez les écrire dans la barre des commentaires en bas de votre écran. Moi, ça s'affiche sur mon téléphone. Je me les note et à la fin, on se prendra un petit moment pour lui poser et pour lui demander d'y répondre, bien sûr. Allez, bon, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. François, qui est parti pour un tour du monde pendant plus de 4 ans à vélo. Alors, cette vidéo, on l'a fait aujourd'hui, mais je crois que ça doit faire plusieurs mois, plusieurs années peut-être qu'on en parle. Oui, Chaque, chaque fois, il y avait une bonne excuse. Une fois, il était en canoë, l'autre fois, enfin bref, il y a toujours un truc pour s'y échapper, mais aujourd'hui, il ne va pas y échapper. oui, non. François, François, je te laisse te présenter et nous résumer en quelques mots, si c'est possible, en quelques chiffres aussi, un petit peu ton voyage. Combien de pays, combien de kilomètres? Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours? Alors, je m'appelle François, je viens d'Orbec, un petit village dans le Calvados en Normandie. J'ai 26 ans, j'ai déjà réalisé un premier grand voyage quand j'avais 19 ans, un tour de France des fromages AOP. Et j'ai fait un grand voyage qui date des dernières années. J'ai voyagé pendant 4 ans et 8 mois exactement. Euh, j'ai traversé l'Europe, l'Afrique, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, principalement. Mhm. Et en quelques chiffres, je suis pas très chiffre, donc je peux pas vous dire exactement le nombre de kilomètres. Je sais pas. Je peux vous dire aux alentours de 60 000. Pareil pour les pays, je peux vous dire aux alentours de 35 pays. Euh, Pareil, le nombre de pneus utilisés aux alentours de 3 paires de pneus, mais je peux pas vous dire des chiffres exacts parce que j'avoue que je suis totalement détaché Bah, déjà, des chiffres. ça donne un peu la couleur, quoi. À peu près 60 000 kilomètres. Bon, déjà, tu vois, C'est on ça. sent qu'on n'a pas affaire aux petits voyageurs comme moi qui restent pas très loin de chez lui, quoi. Oui, Euh, c'est vrai. François, on va commencer par le départ. Quand t'es venu cette idée de faire ce voyage à vélo, c'était quoi finalement le déclic? C'est quoi qui a déclenché cette envie de partir? Alors, au tout début, en fait, moi, j'ai commencé le vélo en compétition, j'avais 10 ans, et mon père m'a accompagné les premières sorties à vélo, pour faire du vélo, tout simplement. Et mes parents se sont mis à voyager à vélo de leur côté. Ils sont tombés Ah, amoureux du vélo aussi. Et donc, ils ont fait des petits voyages d'une semaine ou deux de leur côté. Et puis, j'ai fait un ou deux voyages d'ailleurs, deux petits voyages à vélo de 4-5 jours avec mes parents. Donc, j'avais 10, 11 ans. super ça. Et voilà, donc ça c'était le petit pied à l'étrier, je pense. Et ensuite, c'est au collège, je suis tombé sur une vidéo d'un collectif qui s'appelle Solid Dream. C'est trois voyageurs à vélo qui ont fait un tour du monde il y a quelques années maintenant. Ouais. Et je me rappelle que je me suis dit, bah moi je vais faire ça. Et c'est toujours resté en fond de ma tête, malgré que j'étais plus amateur de vélo compétition. Et quand j'ai arrêté la compétition, c'était tout naturel pour moi de lorgner sur le voyage à vélo et ralentir un peu la cadence pour plus profiter des paysages. D'accord. Du coup, ça me fait super plaisir ce que tu me dis, hein, que ça t'a un petit peu mis le pied à l'étrier de voyager jeune avec tes parents, parce que moi, j'essaye de semer la petite graine là, dans la tête de mes filles, bon, qui sont encore plus petites, mais je me dis, Oui. si ça leur plaît pas de suite, peut-être que plus tard, elles auront envie de repartir. Ouais. Et alors, bon, tu nous as dit que tu avais fait un petit échauffement de plusieurs milliers de kilomètres en France avec un tour de France et des fromages AOP. Avant de partir pour ton tour du monde, comment on prépare un voyage comme ça?
Combien de temps ça prend pour l'imaginer, pour se projeter, voilà, pour le préparer? Alors pour être honnête, moi en fait c'est plutôt très rapide comme j'ai commencé à voyager à vélo avec mes parents quand j'avais 10-11 ans. Il y a une petite expérience qui s'est installée au fil des années, et puis je voyais mes parents partir, voir mes parents préparer leurs sacoches, préparer leur voyage. Donc Ouais, finalement pour moi, une fois que la décision est prise, bah il suffit juste d'un mois ou deux, le vélo était déjà là, les ouais, sacoches étaient déjà là, tout était déjà un peu prêt finalement. Bon, il y a quelques petits détails parce que pour un tour du monde, quand même, faut une autonomie complète pour plusieurs mois, plusieurs années. Donc, euh, bah, il y avait des petits détails de réchaud, une tente un peu plus solide, un peu plus grande, peut-être avec plus de confort, une trousse à pharmacie un peu plus conséquente, des petites choses comme ça, des pièces qu'on ouais, emporte pour réparer le vélo parce que dans certains pays, c'est pas accessible, contrairement à la France. ouais. Mais mais la base après est quand même là. Limite, peut-être la partie la plus longue, en fait, finalement, c'est le côté administratif avec les vaccins. Pour moi, en tout cas, c'était la partie la plus longue. Ouais, Entre la première dose de vaccin et la dernière, c'est presque 3 mois, je crois, la mienne, de d'accord. mon côté. Mais en soi, moi, quand j'ai pris ma décision, je pouvais partir 2 semaines après, c'était possible, quoi. Donc, puis surtout, moi, j'avais déjà l'expérience je savais en fait, je savais que je pouvais partir et oublier des trucs, c'était pas grave, quoi. Ouais. Je savais que bah, j'avais cette expérience du voyage à vélo qui me disait, bah, en fait, même si on n'est pas préparé, on peut partir et c'est pas bien grave, on peut réparer ça sur la route, Et, on peut racheter des trucs sur la route ou et par rapport, voilà, il y a rien par qui va rapport nous. à, par rapport à ton début de voyage, du coup, tu savais quoi en fait? Tu savais vers où tu allais te diriger, ou tu avais imaginé un petit peu déjà ton parcours, ou tu as fait vraiment au fil de l'eau? Tu avais une idée en tête quand même, Euh, un point, ouais, 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 j'avais une idée en tête assez claire, c'était rejoindre l'Australie en vélo sans avion. ouais, Alors pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que je suis parti avec un tout petit budget, donc j'avais 21 ans pour ce tour du monde. Donc je suis parti vraiment avec des petites économies. Je sais plus exactement. J'ai dû avoir parti avec 5 000 € plus une cagnotte que ma famille avait réalisée et mes amis. wow. Euh, donc voilà, juste je m'étais donné un an et demi avec un budget de 6 000 € quoi. Ouais. Mais bon voilà, le Covid est passé par là et ça a un peu compliqué les choses. Donc Eh bien, ça a un peu wow, tout chamboulé. c'est une transition parfaite, hein, François, parce que justement, j'allais te dire, quand tu es arrivé, si je me trompe pas, tu me diras, quand tu es arrivé vers la Turquie, c'était le moment où le Covid est arrivé, et du coup, tu as décidé de partir en Afrique, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, Alors quel moi, coin de l'Afrique, hein? ouais, ouais. Donc je suis arrivé, j'ai pris un avion de la Turquie, donc là c'est la première fois que je prenais l'avion de ma vie. D'accord? Et donc je suis arrivé en Ouganda, à Kampala, la capitale. Et de l'Ouganda, je suis allé jusqu'en Afrique du Sud, en passant par la Tanzanie, la Zambie et la Namibie. Donc c'est l'Afrique australe, Ouais. principalement l'Afrique anglophone, principalement. Donc voilà. Et puis Quand on parle d'Afrique, François, bon, il y a plusieurs choses qui nous viennent rapidement en tête. On a plusieurs images comme ça. Parmi elles, j'aimerais que tu nous parles un peu des conditions routières dans les différents pays que tu as traversés, c'est-à-dire ouais, comment est l'état des infrastructures? Est-ce que c'est des pistes, de la route? Est-ce que tu manges de la poussière à gogo? Comment est le trafic? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ça va. Ouais, ouais. Alors là, j'ai quelques petits chiffres, toujours un Vas-y. peu vagues, mais donc moi j'ai fait à peu près 8 000 kilomètres en Afrique et sur les 8 000, si je me rappelle bien, j'ai fait 5 500 kilomètres de Ah pistes. oui, Donc d'accord. voilà, ça donne une idée et sachant que bah, les routes, j'étais content de les prendre. Donc bon, souvent, en fait, les routes, on pourrait faire que de la route. On pourrait faire Ouganda, Afrique du Sud que par la route, mais il faut savoir que par exemple la Zambie, il y a deux routes principales goudronnées, donc ça veut dire que tous les camions passent par là, toutes les voitures passent par là. Donc en tant que cycliste, on n'a pas vraiment intérêt à passer par là-bas, même si les routes goudronnées sont quand même plutôt larges parce que financées par les Chinois principalement. Ouais, Donc il y a une belle largeur, ce qui fait qu'en vélo, on se sent quand même plutôt en sécurité. Mais ce qu'on veut voir, c'est un peu de pays, voir les petits villages et ça. bien sûr. Donc là, c'est vraiment très dépendant. Les pistes, il y a un peu de tout. Mais par exemple, j'ai fait une piste en Tanzanie pour rejoindre Kigoma, qui est une ville de 200 000 habitants quand même. Et c'est de la Ouais. piste en 400 kilomètres. Donc
Là, il y a des camions, des bus, des voitures tout le temps. C'est de la poussière en Ouais. été et en saison, en été, en saison sèche et en saison des pluies, c'est la gadoue. On peut même pas imaginer, je pense. Mais Ah, c'est des donc ouais, conditions c'est pas vraiment beaucoup de faciles quand même poussière. pour pédaler, non? Non, c'est vrai que c'est pas facile et puis c'est très fatigant surtout. Moi, je me rappelle, au bout d'une heure, on est rempli de poussière. Ouais. On a toujours un masque devant le visage ou le foulard en tout cas. Donc, Et, au et début, forcément, c'est un peu marrant, on en ouais. rigole, mais c'est vrai qu'au bout de 3, 4, 5 jours où en plus, il y a pas vraiment d'eau, pendant 3, 4 jours, on se douche pas, on dort dans son duvet, on est complètement rempli, on est poussiéreux, c'est vraiment, Ben justement, ouais, j'allais te poser la question suivante parce qu'après la question de la poussière, des pistes, l'autre image qu'on a quand on parle de l'Afrique, c'est forcément c'est la chaleur et potentiellement le manque d'eau ou la difficulté pour en trouver. ouais. Comment ça se passe dans les pays où tu as pédalé? Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver de l'eau? C'est dans des puits, dans des magasins que tu trouves de l'eau chez les habitants? Comment tu faisais? Ouais. Alors, principalement, bah, moi, principalement, il y a des puits dans les villages en Afrique, les, les, la Zambie et la Tanzanie, quand même, il y a des puits, pas à chaque village. Il peut y avoir un village où il n'y a pas de puits, mais on va dire que le village d'après, il y a toujours un puits. Donc, au moins tous les 40-50 kilomètres, il y a un point d'eau. L'eau est pas toujours potable, en tout cas pour un estomac de français comme le mien. Donc au début, j'étais un peu confiant. J'ai pas trop filtré mon eau. Ouais. J'ai un filtre sur mon vélo. Et j'ai pas été malade pendant 2, 3 mois, mais après j'ai eu 2 fois été très malade, dont une fois où c'était un peu inquiétant. Et à partir de là, je fais OK, bon, moi, faudrait peut-être pas trop que je joue avec le feu. Donc j'ai commencé à filtrer mon eau. Mais et encore, j'ai filtré mon eau, mais ça se trouve c'était pas l'eau, hein, mais je pense que c'était l'eau. Je vois pas quelle autre nourriture à ce moment-là pouvait me rendre malade. Ouais. Mais voilà. Donc pas trop de difficultés, hormis la Namibie. Mais euh, la Namibie, il n'y a pas d'eau parce qu'il y a tout simplement pas de village et c'est un grand désert principalement. Et là, j'avais des distances assez longues. Je pouvais avoir, je suis allé peut-être des fois 5, 6, voire une Ah, semaine, ah 5, ouais. 6 jours, voire une semaine d'autonomie en eau. Ah ouais, Donc ça là, le représente vélo commence à être un combien de peu litres lourd. d'eau là? C'est combien de litres d'eau une semaine Euh, d'autonomie? Bah, moi, j'étais au début de l'été là-bas et donc il commençait à faire chaud. Il commençait à faire quand même 42, 44 degrés, je crois que j'ai eu au max. Ouais, J'avais au-dessus de 40 degrés sur la journée. ouais. Au moins tous les jours. Donc là, je prévoyais 6 litres d'eau à boire et plus 1 litre d'eau pour cuisiner. Donc 7 litres d'eau par jour. Ouais. ouais, 7 D'ac- litres. Mais là, en fait, la première fois, je suis parti avec 20, 25 litres sur le vélo. Ouais, J'ai mis le maximum d'eau. Et en fait, il y avait quand même un petit peu de voitures qui se comptent sur le doigt de la main, mais qui s'arrêtent tous et qui me d'accord. donnaient tous de l'eau. Ouais. Et donc les jours d'après, je suis juste parti avec 2 jours d'eau. Je partais avec 10 litres et j'arrêtais chaque voiture qui me donnait 2, 3 litres chacune. Les gens sont ultra sympas dans les déserts. Ils ont quand même ce côté entraide qui est très naturel chez eux. Ils vont jamais doubler un cycliste sans s'arrêter et sans demander si ça va ou pas, Ouais. si ça va bien. En plus, Donc j'imagine que là, faut pas faire le difficile, quoi. Faut aimer l'eau tiède, l'eau chaude même, non? oui, oui, il faut aimer l'eau chaude. Bon, on peut faire du thé Ouais, comme ça infuse très bien. Mais oui, effectivement. non, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais malgré que bah, les voitures qui s'arrêtaient avaient de l'eau fraîche, ou ils avaient des glacières ou quoi. Donc j'avais quand même. Et j'avais une thermos aussi de 1 litre. Ouais. Donc la nuit en Namibie, la nuit ça descend pas loin de 5 degrés, voire moins des fois. Ah, d'accord. Donc la nuit ça rafraîchit. Donc je mets 1 litre d'eau fraîche dans ma thermos et donc à 18 h quand je finis ma journée de vélo, je suis content, j'ai mon petit litre d'eau fraîche qui est bien fraîche. Donc, Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est c'est vrai. ma petite récompense du soir. Bon, François, c'est un voyageur à vélo qui est capable de pédaler par 42-45 degrés en Afrique. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de pédaler à l'inverse, à moins 40 degrés, alors totalement l'inverse, la Mongolie. François a traversé la Mongolie en plein hiver, donc moins 40 degrés, moi j'ai même pas idée de ce que ça peut représenter. Mais déjà, c'était venu où cette idée? Parce que comment on trouve des infos? Il n'y a pas de guide pour traverser la Mongolie en plein hiver. Non. Alors, d'où est venue l'idée? Je crois que j'ai toujours eu.
l'attrait pour la Sibérie, voilà, moi, le lac Baïkal, Sibérie, ça me parle beaucoup depuis très longtemps, depuis que je m'intéresse au voyage et au voyage à vélo en particulier. Ouais. Donc j'avais déjà vu un Italien, Lorenzo Baron, qui avait déjà traversé la Sibérie. Il avait à peine 22 ans, je crois, quand il l'avait fait. Donc je m'étais dit, bah c'est possible. Et comment l'idée est Ouais. venue? Mais je sais pas. Je pense que des fois, on est sur le vélo, on pense à rien, et des fois, il y a des trucs Ouais, non, mais là, c'est pas un passé peu à rien, comme ça. c'est passé à un truc qui est Je totalement nouveau, en m'ennuyais. fait. Ouais, je pense que je m'ennuyais. Je devais être en Thaïlande, je devais m'ennuyer sur mon vélo. C'est assez plat. Finalement, c'est assez facile de voyager en Thaïlande. Il y a de la nourriture partout. Ça faisait déjà 4 ans, presque 4 ans que je voyageais à vélo. J'avais déjà fait un peu le tour. Je cherchais peut-être le truc un peu exceptionnel qui pourrait un peu bousculer ma routine et mes habitudes. Ah, ben Et, là, et puis, voilà. Puis j'avais fait tous les climats aussi. Et je me dis, mais il y a un climat que j'ai pas fait, c'est quand même le grand froid. Et donc, je fais, bah, pourquoi pas la Mongolie. Et mais oui, en quand effet, la quand- Mongolie, il n'y a pas de guide pour voyager en Mongolie en hiver en vélo. Il n'y a pas de guide du mais tout. Il n'y a même pas trop de gens. quand tu croisais du monde, alors du monde, je sais pas si on peut dire ça, mais dans des villages ou même sur la route, que tu croisais des habitants, bon, eux, ils sont habitués à ce climat, mais quand ils te voyaient comme ça sur ton vélo, ils devaient te prendre pour un fou, non? Oui, oui. Ouais, oui, pour eux, même eux hein, qui habitent là-bas, ils comprennent pas ils pensent pas que c'est possible en fait de voyager à vélo en hiver dans ces pays. Même pour eux, ils comprennent pas. En plus, j'arrive avec mes vêtements techniques. Pour eux, c'est très abstrait. Une doudoune, un duvet, ils comprennent pas comment je peux survivre carrément. Ben, Mais ouais, ouais, c'est très spécial. Et puis, bah, ils le voient pas. Moi, j'ai recherché les voyageurs à vélo qui ont voyagé en hiver en Mongolie. C'est vraiment très, très peu. Je pense que je suis le 3, quatrième à tu avoir fait m'étonnes. ça. Il n'y a pas d'infos. Parce que j'ai vu des gens en fin d'hiver, en début d'hiver, mais moi, c'est vrai que janvier, février, c'est le plein hiver. Euh, et puis, en plus, je suis tombé sur l'hiver le plus froid de Mongolie des 40 dernières années. Donc, voilà, Ouais, je m'attends. quitte à le faire, au moins le faire à fond, quoi. Voilà, mais Ouais. comment tu t'es, alors pas préparé, mais avant d'arriver, du coup, tu savais que tu allais aller dans le Mm. grand froid, donc j'imagine que tu as dû te procurer du matériel technique, des Mm. vêtements, et forcément, c'est des trucs de haute montagne. C'est, Ouais. ben, comment on va chercher les infos et où on le trouve, surtout le matériel comme ça en cours de voyage? Parce que -40, si je me trompe pas, Mm. c'est plus froid que dans mon congélateur, non? Oui, un petit peu. Alors, comment on le trouve? Bah, moi, il y a quand même des infos sur le voyage à vélo dans le grand froid, dans le froid extrême, parce qu'il y a quand même des voyageurs à vélo qui ont été en Sibérie ou en Alaska ou même le Canada, donc Ouais, dans ces contrées. Donc il y a beaucoup d'infos là-dessus. Après, la seule différence, c'est que Sibérie, Canada, Alaska, il y a des arbres, il y a de la neige. La Mongolie, il n'y a pas d'arbres et il n'y a pas de neige. Et pourtant, il fait la même température, ce qui complique un peu la tâche au niveau de l'eau, au niveau ouais. aussi du chauffage. On peut pas se faire de feu le soir. Euh, donc voilà. Donc il a quand même beaucoup d'infos. Après, j'ai demandé à d'autres voyageurs. Il y a aussi des gens qui ont été. Moi, je regardais. C'est pas des voyageurs à vélo, mais des gens qui ont traversé l'Antarctique ou même le pôle Ouais. Nord. Voilà, c'est des très bonnes sources d'informations. Voilà, donc là-dessus, c'était pas trop compliqué sur les informations. Euh, et donc après, une fois, j'étais en Chine à ce moment-là, Ouais, juste avant la Mongolie. Donc en Chine, niveau matériel, j'étais très chanceux. Je suis à Xi'an, une grande ville qui est pas loin des montagnes du Tibet. ouais. Ah oui. Il y a des alpinistes chinois qui s'équipent là-bas. Donc il y a Ouais, du matériel pour le froid extrême qui est assez facile à trouver et puis à des prix plutôt raisonnables. ouais. Bah, plutôt raisonnables. Oui, forcément, c'est Même, plus au cher que même prix qu'en du. Europe. On pourrait croire que c'est moins cher qu'en Europe, mais finalement c'est les mêmes prix Ouais. parce que on achète des marques européennes. Il y a très peu de marques chinoises qui font du matériel pour de l'équipement en grand froid. Euh, donc voilà. Mais pour Et l'aspect pratique, là, tu nous disais, bah, enfin, moi, j'imagine pas, mais par exemple, l'eau qui est dans ta gourde à -40, il tient pas. Et comme tu disais, le réchaud, pour ouais. chauffer avec ton réchaud, ça doit pas être possible tout le temps. Comment tu faisais, en fait, pour tout ça?
Pour l'eau, en fait, tout simplement, je stocke mon eau dans des thermos. Donc j'avais une thermos de 2 litres 3 et une thermos de 1 litre, Ouais, plus une petite de 500 millilitres. Donc ce qui fait quand même plus de 3 litres 5 d'eau pour la journée, ce qui est assez suffisant finalement. ouais, Et pour le réchaud à essence, c'est le seul qui fonctionne par des températures aussi froides. C'est le seul réchaud qui peut fonctionner à -20, -30 degrés, -20, 30, -30 degrés. d'accord. Et j'avais à peu près 1 litre 5, 2 litres. Ouais, j'utilisais 1 litre, on va dire, 1 litre d'essence, voire 1 litre 5 d'essence par jour pour faire fondre Ah, ouais. mon eau. Euh, Ah oui, parce mais que bon, fondre ton eau, oui, t'as raison, là, tu vas pas fondre au la neige, robinet. Tu vas pas au fondre la neige. robinet, ouais, tu prends. D'accord, ah ouais. Ouais. Mais la neige, il n'y en a pas. Et en fait, il n'y a pas de neige où il y a une couche de 1 centimètre ou 2 sur du sable dans le désert de Gobi, par exemple. Ouais, Il y a vraiment 2 centimètres de neige. Donc souvent, là, je faisais un mix de. Je filtrais avec un t-shirt. Je faisais fondre mon eau avec le sable. Puis après, je faisais une passoire avec mon t-shirt pour filtrer le sable. ouais. Donc bon, c'est pas de l'eau très très bonne, hein, mais ça dépannait. Après, j'avais besoin de faire ça très rarement quand même. Il y a quand même un peu de il y a quand même pas mal de nomades en Mongolie D'accord. qui habitent même en plein milieu du désert. Donc eux qui vont chercher de l'eau Ouais. à la rivière qui est plus loin. Mais sinon, après, dans le nord de la Mongolie, bah là, il y a des rivières gelées, donc je cassais de la glace et je faisais fondre la glace. Mais Ok. ouais, mais faut quand même se transporter bah, des fois 4, 5 litres d'essence, voire plus, Ouais. en plus de l'eau. Donc, ouais, ouais. Ah, c'est Ça consomme les. beaucoup d'eau, par contre, de la neige. Ouais. Ah ouais. D'essence. Ça consomme beaucoup d'essence, ouais. Et bah, là, on a parlé de toi, là, du bonhomme que tu peux protéger avec des doudounes, Mm. du matériel technique, mais pour le matériel, parce que j'imagine qu'à cette température-là, enfin, je sais pas, est-ce que tout fonctionne en fait, le vélo, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as eu des soucis par rapport au froid et l'utilisation de ton vélo? Est-ce que tu as eu des trucs qui ont cassé, par exemple, au froid ou que tu pouvais pas Mm. utiliser? Ouais, pas trop de soucis. Bon, bah, faut savoir que j'ai eu pas trop de soucis, mais j'ai eu quand même des soucis, mais que j'avais déjà prévu, que je savais que j'allais Ah ouais? avoir. Toutes les pièces en plastique ont cassé, donc Ah ouais, toutes les attaches de sacoche Ortlieb, par exemple, ont d'accord, cassé. Des pièces en plastique, par exemple au niveau des leviers au levier de vitesse et ça casse assez facilement. Mais bon, ça c'est des trucs que j'avais prévus à l'avance, qu'un voyageur à vélo m'avait déjà prévenu, donc d'accord, les leviers de vitesse et aussi le plastique casse, bon, bah, c'est pas très grave, hein, c'est juste de la protection. Les sacoches les accroches de sacoche un peu plus embêtants, mais je les ai remplacées. J'avais déjà prévu, j'avais des serre-flex de plombier en métal pour les attacher, ah oui, pour attacher. d'accord. Donc ça fonctionnait très bien. Et sinon, quoi d'autre? Ah oui, et puis la graisse des roulements peut geler. Bon, bah, ça on m'avait prévenu aussi, mais je l'ai eu. Ça a gelé au point que ça bloque. Ça m'est arrivé 2 fois quand j'atteignais vers les -40 degrés. Ça m'est D'accord. arrivé Ça veut deux dire que fois, mais tu te lèves le matin, tu veux prendre ton vélo et la roue est bloquée. ouais. En fait, la graisse des roulements gèle à -40. Mais euh, mais normalement, ça, moi, je vais pas changer. Mais normalement, en mettant de la graisse spéciale pour le grand froid, on peut parer ce problème. D'accord, d'accord. Et quand tout est blanc comme ça, là, sur des grandes étendues, alors j'imagine que ben, tout est gelé partout, tu as des glaces partout, les routes doivent être recouvertes, mais comment on se repère? Est-ce qu'on arrive à trouver son itinéraire facilement parmi la signalisation? Est-ce qu'on voit la trace de la route ou est-ce que tu avais une application ou une carte qui te permettait de savoir à peu près ta direction? Ouais, alors ça dépend où en Mongolie, en Mongolie, il y a les grandes routes, les grands axes qui sont encore bah, qui sont plutôt faciles à pratiquer. Voilà, c'est de la route, les camions passent par ici, les voitures aussi. Mais après, dès qu'on peut pas traverser toute la Mongolie par ces routes-là, on est obligé de prendre des petites routes des fois, en Ouais, tout cas dans certains coins. Et donc là, il y a pas trop d'infos. En fait, moi, j'étais surpris. Il y a des cartes, mais donc oui, bien sûr, il y a des cartes, mais en fait, en hiver, les Mongols n'utilisent pas la même route qu'il y a sur les cartes. Il y a la fameuse route d'été et la route d'hiver, mais la route d'hiver, bah, il y a que les locaux qui la connaissent et elle change tous les ans. Selon parce que des fois, la neige tombe plus à un endroit, des ouais, fois plus dans une autre vallée. Donc, selon les années, ils n'utilisent pas le même itinéraire. Donc là, il faut y aller un peu à tâtons et puis bah, avec la barrière de la langue, c'est pas toujours simple des fois.
même des fois, il y a des gens, je comprenais, qui me disaient, ben non, c'est pas possible par là. Et après, 30 minutes après, j'avais une autre personne qui me disait, mais si, 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 tu peux passer par là. Je comprenais pas trop. Donc j'allais un peu ben, à la boussole et puis aux traces dans la neige. Mais bon, bah des fois j'ai passé des fois il neigeait la nuit, donc les traces de neige étaient recouvertes. Donc pas évident, mais bon bah j'avais prévu quand même dans ma nourriture et mon eau, je prévoyais toujours l'équivalent de si je devais marcher à pied, Ouais. bah j'étais toujours en autonomie quoi. Donc même si je faisais 15 kilomètres par jour, j'étais capable de rejoindre le prochain village sans être en galère de nourriture. Et donc voilà. Ah Mais ouais, c'est quand même. donc, des fois, je me trimballais 10 jours de nourriture alors que je faisais que 2 jours de vélo Ouais. quoi. Oui, mais bon, Mais il vaut ça mieux que ce soit rassure. dans ce sens. Ouais, en fait, faut vraiment pas rigoler quand même à Ouais. des températures aussi froides. Faut vraiment prévoir le pire quoi. En fait, faut vraiment. Ah ben, quand on voyait Euh, tes photos où tu étais à mitoufler, il restait que les yeux et le nez avec les protections, t'avais la barbe gelée et tout, c'était. mm, Ouais, ouais, franchement, ça posait les bases. ouais. Euh, Juste avant d'entrer en Mongolie, tu nous as dit que tu étais passé par la Chine. Et je m'étais noté te poser la question, alors pas forcément que pour la Chine, mais je sais que ça peut être un problème là-bas, la question Mm, des visas. Tu as ouais. traversé du coup de nombreuses frontières dans ton voyage pendant tes 4 ans. Mm, Est-ce que tu as eu des expériences je sais pas, de bureaucratie ou de difficultés par rapport à ton entrée dans certains pays, mm, ben, surtout peut-être dû au fait que tu es à vélo, donc tu n'as pas forcément un ouais. itinéraire précis, des hôtels réservés. Ouais. Est-ce que tu as des petites histoires sur le sujet? Ouais. Ouais, alors, bah, de toute façon, les visas, il y a quand même beaucoup de. C'est vrai que chaque pays a quand même sa politique de visa et sa façon de procéder aussi au niveau de l'administratif. Et donc, c'est vraiment du. Ça peut être très changeant selon les pays. Des fois, c'est des visas à l'arrivée sur un papier volant à la va-vite. Des fois, c'est des trucs ultra procéduriers, bah, comme la Chine. Et donc des difficultés, j'en ai pas eu spécialement. Bah, la Chine, quoi, c'est vraiment le visa le plus difficile à avoir, c'est la Chine, Ouais, le visa chinois, parce que bah il y a quand même un flou un peu juridique, c'est que on n'a pas le droit de traverser. En fait, il faut avoir des hôtels ouais, réservés pour toute la durée de son séjour en Chine. Donc là, on est un peu obligé de créer un itinéraire un peu faux avec des hôtels et ça. Voilà, en fait, inventer un voyage quand on fait notre demande de visa, ce qui ouais, est un peu bizarre. On doit réserver un billet d'avion pour y aller, et puis après, chaque jour à l'hôtel, dire quel itinéraire on fait, à quelle heure et ça. Mais ouais, une fois qu'on arrive à la frontière, bah, alors que c'est une frontière terrestre, bah, ils voient bien qu'on est en vélo, ouais. ils voient bien qu'on va camper, parce qu'ils bah, ils savent très bien, ils sont pas bêtes, hein, ils Ben, savent très bien qu'on va camper et ça, et puis bah, en fait, bah, ils disent rien, quoi. d'accord. Donc, c'est un peu bizarre. Et même au camping, moi, j'ai campé en Chine. Ça m'est arrivé que la police me checkait mes papiers, mais ils m'ont jamais interdit de camper. Au contraire, c'est un des pays les plus faciles pour camper, j'ai trouvé. D'accord. Euh, Ah, tu vois, c'est. c'est bon à savoir, c'est que c'est juste le visa. Le visa peut faire peur, en fait. Ben Le ouais, ouais. visa fait peur. On a l'impression qu'on va être emprisonné en Chine, mais moi, j'ai trouvé que quand même, là, j'étais plutôt libre en Chine. Et puis même, j'ai croisé beaucoup de voyageurs à vélo chinois qui sont assez libres de camper où ils veulent, même dans des zones assez urbaines, finalement. Ouais. Et, et après, ça dépend des zones, hein. Je dis bien, hein, si on va du côté des Ouïghours ou du côté de la Mongolie intérieure, là, on va vous regarder d'un peu plus près. Le camping va être un peu moins autorisé quand même. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vraiment des zones très spécifiques. Le reste de la Chine, en tout cas, moi, j'ai bien aimé à ce niveau-là, au niveau du camping et du vélo. Les routes sont larges, c'est sympa, c'est propre, les routes sont belles. Euh, c'est juste au niveau de l'administratif chinois qui est Ouais. totalement différent de l'administratif français. Il est très bien fait pour les Chinois parce que tout est relié à leur téléphone, tout est relié. Pour les Chinois, c'est très facile en fait, mais Ouais. quand on est étranger, c'est très compliqué. Moi, au bout de 2 mois, j'en avais marre de l'administration. En fait, tout a été pensé pour les Chinois, mais pas pour Ouais. les étrangers. Mais au bout de 2 mois, j'étais content de retrouver un pays un peu plus simple qui était la Mongolie à ce niveau-là. Oui, oui, un peu plus simple. Oui, moins 40, c'était vachement, vachement, Bah, vachement plus c'est simple. bête, Ouais, mais ouais. On n'a pas la même notion de la simplicité, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. ouais, ouais. Bon, François, pendant ton voyage, alors tu nous as dit tout à l'heure qu'en Afrique, tu avais eu quelques petits soucis, comment dire, gastriques, on va dire, à cause de l'eau, mais je crois qu'à un autre moment de ton voyage, t'es tombé malade. Forcément, ça arrive pas dans les pays
les plus faciles, sinon ça serait Ouais. trop simple. Est-ce que tu peux nous dire voilà, qu'est-ce qui t'était arrivé, à quel endroit surtout, et puis nous dire ben, comment ça se passe et finalement quelle est la prise en charge? Est-ce que ça Mm. coûte cher? Est-ce qu'on doit débourser quelque chose? Mm. Enfin voilà, Ouais. parler un petit peu de ça. Alors, ouais, bah, bien sûr, donc moi j'étais malade bon, en Afrique 2 fois, un petit peu en Asie du Sud-Est, mais rien de bien grave. Ouais, Et après, c'est en Afghanistan, j'ai ouais, eu une otite en Afghanistan. Donc là, c'était vraiment un peu moins drôle. Et puis moi, j'avais jamais eu d'otite. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, je me demandais, mais c'est quoi ce truc? J'ai mal aux oreilles, là, j'en peux plus. C'était vraiment, j'étais en plein milieu en plus de l'Afghanistan, quoi, entre Kaboul et une autre grande ville qui s'appelle Kandahar. Et, donc c'était vraiment un peu inquiétant. Donc bah j'ai fait comme j'aurais fait dans d'autres pays, hein. J'ai rejoint le premier hôtel. Donc les Afghans sont quand même très sympas, très aidants, très accueillants. Donc à ce niveau-là, j'ai juste fait du stop. Un Afghan m'a emmené à la prochaine grande ville. ouais, Et après, je me suis retrouvé dans un hôtel, un grand hôtel où bon, c'était un peu cher. C'était un peu cher. C'était 30 euros la nuit, mais bon, faut oui, s'imaginer qu'en monnaie locale, c'est très cher. ouais, Donc c'était un hôtel j'imagine. un peu cher, mais qui était très bien parce que très sécurisé. Et puis bah, j'avais la tranquillité d'un quartier calme. Voilà, je pouvais me reposer aussi sur sur bah, les employés de l'hôtel qui m'aidaient quand Ouais, même très très fortement parce qu'ils parlaient très bien anglais ouais. pour les démarches médicales. Et ça Donc a là, bah, réussi moi de. Ouais, j'ai eu une très grande chance en Afghanistan, c'est que je suis tombé sur en gros le meilleur hôpital d'Afghanistan qui d'accord. était tout neuf, que les talibans avaient financé un an ou deux avant. C'était vraiment impressionnant cet hôpital. Vraiment, vous allez voir des photos pour imaginer, c'était un château. C'était vraiment dans le style d'un château, quoi, en vieille pierre, en moitié, tout neuf. Euh, voilà. Et puis, bah, il y avait un des meilleurs ORL d'Afghanistan qui était là. En fait, comme Kandahar, c'est la capitale des talibans, en fait, bah, voilà, il y a Kaboul, mais bon, Ouais. on Ils ont construit au amené niveau de un peu Kandahar, les c'est mieux, choses quoi. Ouais. d'importance dans la vie. Ouais. Donc, voilà, donc, bah, j'ai été voir l'ORL, mais j'ai même pas eu besoin de faire fonctionner l'assurance, parce qu'en fait, finalement, les coûts étaient très bas et il faut savoir D'accord. que bah, c'est un Afghan qui m'a payé les médicaments, qui m'a payé le, bah, pas l'hospitalisation parce que j'étais Une pas hospitalisé, consultation. mais j'ai pu peut-être la consultation là, et il m'a payé tout. Donc je sais même D'accord. pas c'est quoi le prix, je peux même pas vous dire le Ouais. prix, mais non, je paye tout. D'accord. Mais non, mais je peux payer, c'est Ouais, pas. ouais, Mais les Afghans ont quand même un accueil assez incroyable à ce niveau-là, donc. et sinon, t'avais euh, pris une assurance pour ton voyage ou mm, pas? Ouais. ouais. C'est quelque chose Ouais, qui est obligatoire, enfin obligatoire, impératif dans le sens où c'est quand même recommandé ou pas non. forcément selon toi? Chacun fait ce qu'il veut, mais 500 euros, c'est à peu près aux alentours de 500 euros, je crois, une assurance D'accord. pour un tour du monde à vélo, en tout cas, Ouais. à l'année. Bon, voilà, c'est à vous de vous faire une idée, mais 500 euros, le prix de la tranquillité, moi, je pense que, bon, je peux vous dire qu'à l'étranger, ça peut vite être un gros problème. Quand même, ça dépend des pays, mais bon, en tout cas, je conseille. Moi, j'ai eu une assurance chaque année. Ouais. Euh, Même si je l'ai pas utilisé pendant 5 ans, donc j'ai déboursé ouais 2000 plus de 2000 € dans l'assurance alors que ça m'a jamais servi, Oui, mais mais j'avais une par petite idée. expérience, moi j'ai eu des gens qui en ont eu besoin et je peux vous dire que Ouais. quand on en a besoin, ça vaut largement les 2000 € dépensés pendant Ouais. 4 ans. Mais, J'imagine. Enfin, j'avais une idée de la réponse, mais c'est bien de l'entendre de la part de parce que quelqu'un qui a voyagé longtemps, quoi. ouais, l'assurance aussi, il faut partir du principe. Là, on parle du côté médical, mais l'assurance, ça prend en charge aussi beaucoup d'autres choses comme les frais juridiques en cas de, ben, on sait pas, des fois, on peut être dans des situations un peu compliquées, on peut se traverser des zones, par exemple, en Chine, on peut traverser une zone qui est interdite Ah oui. sans le savoir parce que tout est marqué en chinois. C'est très facile de traverser ce genre de zone. Ouais. Donc, on peut vite se retrouver, bah, Ouais, au poste. ouais, au poste. Bon, ça va être peut-être des petits frais, hein, on va pas se retrouver en prison, mais Ouais. l'assurance va gérer ce côté-là, va s'assurer d'avoir un traducteur qui puisse Ah oui. rétablir la situation, ce genre de choses, et tout ça, il va être remboursé. Donc D'accord. voilà, et puis il y a d'autres frais. Mais voilà, c'est pas que le médical, hein, une assurance en tout cas. Ok. 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 François, pendant ton voyage, si je me trompe pas, tu as commencé à pédaler à deux.
Et puis Ouais. ensuite, tout seul. Je voulais te demander si ce changement est compliqué de se retrouver du coup tout seul après avoir été à deux. Est-ce que, je voulais voir par là, est-ce que en fait ça complique les choses ou au contraire, est-ce que ça les simplifie et ça simplifie les choix d'être tout seul? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, je suis parti tout seul, pour à vrai dire, et après, j'ai rencontré Lison 2 mois après mon départ en Italie, et après, je suis revenu tout seul à partir de l'Afrique en Ouganda. Donc, on a voyagé un an ensemble à deux, donc en Europe Ouais. principalement. Et Ouais. donc là, moi, je me suis retrouvé en Ouganda tout seul, en Afrique tout seul, et puis voilà, Lison a décidé de retourner en France. Mais donc, est-ce que c'est compliqué? Dans le contexte que j'ai eu, oui, c'était très compliqué, dans le sens où il fallait quand même gérer une solitude, la Ouais. solitude en plus de s'adapter dans un pays africain. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le confort, on se rend compte vite du confort de prendre les décisions seul, de Eh gérer son effort seul, de gérer sa journée seul, de dire, bah, si demain on me dit, ah bah, finalement, je vais au Botswana, bah, j'y vais, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. Et puis on est plus ouvert aux gens, les gens vont plus facilement vers nous. oui. Ouais. Euh, voilà, il y a plein de points positifs quand on est seul. Euh, et puis quand le côté solitude peut être aussi très bien pour grandir. Et moi, j'ai l'impression d'avoir, je suis parti en voyage à vélo pour me dire, voilà, pour moi, c'était un peu l'école de la vie, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, bah, il y en a qui, je me suis dit, peut-être dans ma tête, pour moi, le voyage à vélo était un peu, voilà, c'était à faire quand on a 20 ans, quoi. Pour moi, c'est là T'as envie de où découvrir vraiment un on monde apprend plus de là, choses. ouais. Ouais. Et donc, quand j'étais tout seul, c'est là où j'ai remarqué tout, où j'ai remarqué que j'apprenais le plus sur moi, le plus sur comment je me débrouille. Euh, Mais en même voilà. temps, Maintenant, tout en même me temps, paraît est-ce plus que facile. Tout me paraît plus facile. Maintenant, je me repose sur personne pour régler les problèmes. en Donc, même temps, c'est vrai que justement, quand c'est tu pas as un un grand confort. problème ou une crainte ou une peur ou je sais pas, est-ce que le fait d'être à deux aussi, ben, tu la partages, tu vois, Hum, tu peux te hum, rassurer en te disant, en te raccrochant aussi un peu à l'autre. Mais toi, c'est hum, intéressant parce que je suis en train de faire une vidéo où j'essaie d'aborder les avantages et inconvénients d'être seul ou à plusieurs. Et c'est vrai, c'est intéressant de savoir, toi, un long voyage, du coup, parce qu'à la fin de ton voyage, tu as ta maman qui est venue te rejoindre. hum. Donc là, c'est pareil, après avoir passé beaucoup de temps tout seul, tu te retrouves à nouveau à deux, et puis pas avec n'importe qui en plus. Là, j'imagine que c'est Ouais. encore un autre changement, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, bah là, c'était vers la fin. Après, il faut savoir que quand aussi, là, je voyage seul, mais j'ai croisé d'autres voyageurs à vélo ou avec qui j'ai voyagé de temps en Oui, temps. Bon, c'était assez rare finalement. Mais voilà, faut noter quand même, des fois, on voyage une semaine ou deux avec d'autres voyageurs à vélo qui coupent un peu la solitude. oui, Voilà, mais des fois, la solitude m'a un peu pesé, mais on gère assez bien, on gère assez bien finalement. En fait, au bout de 4 5 ans, en fait, c'est quelque chose qu'on gère assez facilement, qu'on arrive à appréhender. Limite, c'est les premiers mois qui sont oui, compliqués parce qu'on oui. découvre, mais après, finalement, c'est quelque chose d'assez facile à gérer. Et ça fait, Et et ça donc, fait quoi de pédaler avec maman à la fin? oui, Parce c'est que, ça. J'en viens à cet épisode-là. Donc là, voilà, ma maman était à la retraite depuis très peu et je lui dis, bah, c'est l'occasion, voilà, de venir. Et j'étais trop content qu'elle vienne me rejoindre en Turquie. En plus, la Turquie, je trouve que c'est un pays vraiment génial pour découvrir le voyage à vélo, en tout cas à l'étranger. Les gens sont ultra accueillants. Il y a quand même ce côté, c'est un bon entre-deux entre ouais. le gros dépaysement de l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Et en même temps, il y a quand même je veux dire, il y a ce côté dépaysant, mais aussi ce côté il y a des supermarchés, il y Oui. a des belles routes, voilà, il y a Il quand y a même les un avantages un confort. peu de l'Occident et puis la transition vers Ouais, l'Asie, c'est quoi. ça. C'est le passage d'un continent à l'autre. Donc voilà. Donc ma mère m'a rejoint pendant 3 semaines en vélo. Donc bah là, moi, j'étais trop content. C'est l'occasion Ah, de montrer à mes proches et puis surtout à ma mère qui est, voilà, qui est un peu plus particulier ce que j'ai vécu pendant les 4 dernières années. Donc ouais. j'étais trop content de montrer bah, l'accueil des gens, comme quoi c'était l'accueil des gens, puis de pédaler tous les jours, de camper, de manger pas toujours très bien, Mm. voilà, de montrer que bah c'est pas le grand
confort, quoi. Oui, Finalement, le voyage à vélo, surtout qu'on a des petits budgets, les gens, ça fait rêver, mais et puis bah c'est un grand luxe la liberté, mais c'est en contrepartie d'un certain d'un un certain sacrifice. confort à certains endroits. Bon, pour moi, qui est pas de l'inconfort, mais voilà, faut noter tout ça. Je veux dire, ça arrive souvent de manger des pâtes nature sans rien, pas même sans sel. Des fois, ça arrive parce que des fois on s'est trompé. On avait vu qu'il y avait un petit magasin sur la route, mais en fait il est pas ouvert. Ouais. Et puis bah il y a les surprises du voyage, les imprévus, Ah et oui, surtout ça. l'hospitalité des gens. L'hospitalité des gens, on en parle. Moi j'ai l'impression qu'on en parle souvent sur les réseaux, on en parle à l'écrit dans des romans, mais c'est indescriptible pour Mm. moi. Donc voir ma mère avec le sourire, de voir que les gens l'accueillir, de voir comment c'est, bah, moi, ça me touchait de voir ma mère, voilà, accueillie par les locaux. Ouais. C'est- C'était une belle récompense pour cette fin de voyage, quoi. Donc, Ok. voilà. Ben, parce qu'en plus, bon, la Turquie, tu avais en quelque sorte bouclé la boucle puisque tu y étais passé au tout début. Et ben, Mm. maintenant, je voulais aborder ben, la fin de ton voyage parce que j'ai j'ai vu que tu partageais un peu moins à la fin de ton parcours Mm. et je me demandais finalement, est-ce qu'il te tardait pas d'arriver à la maison à partir de Mm. là? Oui, oui, bah, non, mais c'est totalement ça. Moi, pour moi, la Turquie, c'était boucler la boucle. C'est là Ouais, où j'avais arrêté ma route parce que le Covid m'avait stoppé en Turquie parce que l'Iran et la Géorgie étaient fermés. Donc, moi, quand je suis pris l'avion pour le Grand Âge, puis un jour, je retournais en Turquie et j'irai en vélo. ouais. Donc là, j'ai fait Australie, bah, Indonésie, Turquie totalement en vélo. Et, euh, et à partir de la Turquie, oui, c'était la fin. Ouais. J'ai fait Istanbul, Orbeck, mon petit village en Normandie, en un mois. Ah oui. Ah oui, un mois, une semaine, un truc comme ça. Donc vraiment très vite. Je faisais 100, je crois que j'ai fait 110, 120 km par en moyenne par jour. J'allais te Donc demander s'il te tardait de rentrer, mais oui, visiblement. oui, bah ouais, j'avais ce côté-là, mais en fait c'était vraiment bien. Je partageais plus rien sur les réseaux, c'est vrai, pendant un Ouais. mois et demi. Mais c'était mon sas de décompression. Je repensais sur mon vélo à tout ce que j'avais parcouru, tout ce que j'ai appris. Je me suis posé. Ça m'a permis de me poser sur tout ce que j'avais vécu pendant 4 ans et demi. Donc Ben, j'allais te finalement, demander j'ai ça. chéri. Hein, en fait, j'ai chéri ces moments qui étaient peut-être un peu longs, mais en fait, ils étaient nécessaires. Je me rappelle, je campais tous les soirs. Je voulais même pas être invité chez les gens pendant un mois. J'étais dans ma tente tout seul Ouais. à faire mes pâtes tout seul. Et Co- comment tu bon. décrirais cette fin de voyage où tu as cette, comment dire, cette sensation à la fois de nostalgie et tu prends conscience qu'un voyage de plus de 4 ans est en train de se terminer, qu'il va falloir Mm. retourner à un quotidien qu'on connaît pas, c'est un peu l'inconnu aussi. Comment ça se Mm. passe dans la tête, cette fin de voyage? Bah, ouais, alors moi, il y a un truc, c'est que bah, je suis rentré parce que c'était le moment de rentrer. J'avais pas de date butoir. En soi, j'aurais pu décider d'aller dans un autre pays, travailler dans un pays, je sais pas, continuer. On peut toujours continuer Bien en sûr. soi si on trouve. Voilà. Donc pour moi, c'était le moment idéal pour rentrer, comme si c'était normal. En fait, c'était Ouais, le bon moment, la bonne décision. C'était très fluide dans ma tête de rentrer maintenant. J'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais vécu ce que j'avais à vivre. ouais, Euh, j'avais cette nostalgie, j'ai même pas eu cette nostalgie de voyage, j'avais plutôt ce côté satisfaction d'avoir accompli un grand truc. ouais. Puis moi, c'est vrai que j'ai le grand luxe, bah, j'ai quand même ce côté, j'ai 26 ans, hein, donc 26 ans, voilà, j'ai pu réaliser ce grand voyage, j'ai que 26 ans, j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai l'impression. Ah bah oui. Pour moi, j'ai pas perdu, c'est pas de la perte de, ouais, dans tous les cas, c'est Ouais, pas de la perte de temps, mais c'est vrai que bah, de rentrer à cet âge-là, je rentre l'esprit léger. mm, Et puis là, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de travailler. ouais, Et voilà, j'ai envie d'avoir une routine pendant au moins quelques années. J'ai envie d'avoir une vie plus sédentaire, une nouvelle aventure. C'est différent. Puis j'ai toujours voulu voyager à vélo, mais jamais voulu. Voilà, pour moi, c'était clair dans ma tête. Je retournerai en France. Même mm, vivre dans notre pays m'a jamais trop attiré. Moi, ouais. vivre en France m'intéresse plus. Et pour moi, l'aventure de la vie sans inter et l'aventure à vélo est tout aussi importante. Donc,
voilà. Maintenant, je suis tout autant excité des prochains mois que quand j'étais excité de partir pour 4 ans de voyage à vélo. Donc voilà. D'accord, d'accord. Bon, Donc, c'est impossible de résumer presque plus de 4 ans et demi de voyage à 45 minutes. Mais bon, tu vois, on a parlé un petit peu du début, du pendant et de la fin. Maintenant, on va parler, ben, enfin, on va répondre. Tu vas répondre aux ouais. questions que les gens t'ont posées, à commencer par ceux des spectateurs en story qui nous les ont envoyés. Mm. Alors, il y avait quelqu'un que tu connais certainement, qui s'appelle Clément Davy, 53. Il te demande, est-ce que tes amis te manquaient? Et c'est vrai, ça, les amis, la famille, est-ce que ça manque? Oui, Clément. Salut Clément, si t'es encore là, je sais pas si t'es encore sur le live, mais oui Clément, c'est un très bon ami, un de mes meilleurs amis, qu'on était au sport-études ensemble. Ouais, Donc, est-ce que mes amis me manquaient? Mais bien sûr qu'ils me manquaient, mes amis. Euh, donc, c'est vrai que je suis pas très bon pour rester en contact avec mes amis, en tout cas quand j'étais à distance. Pas ouais, toujours simple, surtout avec les décalages horaires des fois, et puis on est un peu dans son voyage. Mais je les ai retrouvés après 4 ans et demi, et puis bah, c'était comme si on s'était jamais quitté, et puis comme si c'était hier. Donc, euh, mais oui, bien sûr, je pensais toujours à mes amis et puis à ma famille aussi quand je suis sur le vélo. ouais. Puis c'est vrai que des fois, quand on voyage à vélo sur des longues années, on a l'impression de louper quand même euh, un grand volet bah, parmi ses amis. Moi, de côté de ma famille, il y a eu des petits Ouais, enfants ouais, qui oui, sont arrivés, des neveux, des nièces, des mariages. J'ai loupé le mariage de ma sœur, ouais, j'ai loupé le mariage de Clément, bah, qui est quelques ouais, messages. ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, on a loupé des grandes choses, mais finalement, j'ai l'impression que je suis peut-être parti au bon moment, Oui, et je suis rentré au bon moment, que c'est voilà. Mais il fallait peut-être pas partir plus longtemps pour trop. Mais d'accord. c'était une de mes inquiétudes, hein. J'ai l'impression d'avoir pendant un moment du voyage, je fais bah ça se trouve, j'ai plus avoir d'amis quand je vais rentrer. J'avoue que des fois, ça m'a passé, mais finalement non. C'est comme Ok. avant. Il y a Gincana qui te demandait si tu devais repartir. Alors, on a compris que c'était peut-être pas pour tout de suite et que tu avais plutôt envie Hmm. de rester là. Ouais. Mais si tu devais repartir, déjà, est-ce que ce serait à vélo? Et est-ce que tu as une idée d'une destination qui te brancherait? Euh, euh, alors, est-ce que ça serait à vélo? Sans doute à vélo, avec un Parce que autre. ce qu'on a J'aimerais oublié bien de mixer. dire, ce qu'on a oublié de dire pendant la vidéo, c'est que pendant ton long voyage, t'as fait une partie de l'Australie Hmm. en canoë, en kayak. C'est Ouais. peut-être pour ça qu'il Ouais, pose ouais. cette question. Oui, oui. Oui, en effet, bon, pour préciser, j'ai fait pendant 3 mois, j'ai voyagé en canoë, une descente de rivière de 2300 km en Australie, dans le sud de l'Australie. Donc voilà. Euh, mais rien que ça, bon, c'est dur. Voilà, c'est vraiment le résumé parce que c'est 3 mois, Oui, ben oui, oui. c'est un grand voyage quand même 3 mois, petit voyage en grand, je sais pas. Mais oui, j'aimerais bien mixer les deux plus. Euh, alors maintenant, je suis accompagné, donc j'ai rencontré Marion pendant le voyage avec qui je vis actuellement, Ouais. donc qui a fait le tour du monde en stop, en voilier, Ah sans oui. avion. Donc il y a moyen que la prochaine aventure, ça soit en voilier, vélo et peut-être un peu de canoë quand même. J'ai essayé Ah, d'accord, d'accord. Ah, il y a quand même un petit de- truc donc au coin de la tête qui. oui, bah, pour moi, il y a encore un grand voyage à faire pour peut-être boucler la boucle. Après, c'est pas demain, et c'est Oui, dans l'idée, ça serait dans quelques années, d'accord. mais voilà. Donc quelle destination? Je sais pas. L'Afrique, j'ai envie d'y retourner. J'ai pas fait les Amériques, Oui, la rivière. Voilà, le canoë au Canada. Bon, je trouve que c'est quand même un peu cliché, mais c'est quand même, ça donne très envie. c'est pas faux. Voilà. Il y a aussi la Russie qui m'a toujours donné très envie, mais bon, j'en ai fait un tout petit bout avec le lac Baïkal, Ouais, mais en ce moment, avec le contexte oui. géopolitique, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, Ouais, le monde mais est grand, quoi. Le monde est grand, il y a, le monde il y a est plein de grand. choses. Oui. Il y a aussi le pôle Nord, l'Antarctique qui me fait de l'œil, mais voilà, il y a plein de. Bon, On verra. on On suivra verra ça, bien. on suivra ça. Il y a une question qui a été posée, alors, à la fois en story, et puis j'ai vu dans le live, il y a Michel Caraneuf et Laurent Dumas qui te posaient une question à propos de ton vélo. Savoir, ben, Hmm. qu'est-ce que tu utilises comme vélo pour un voyage d'autant de temps et de kilomètres? Ouais. Alors moi, mon vélo, le modèle, c'est une grande baroudeuse de chez Expédition de chez Histoire Bike, qui est une Ah oui. marque française basée à Clermont-Ferrand. Mhm. Voilà, donc on va faire simple niveau technique,
c'est du très simple, c'est du vélo acier avec des passages de vitesse mécanique très simples, des freins mécaniques aussi très simples, des Ouais, roues en 36 rayons qui sont bien solides, qui sont des roues normalement montées sur des tandems ou sur des vélos cargo. ouais, ouais. Voilà, des porte-bagages Tubus. Voilà, c'est plutôt classique, très simple, mais Porter combien de euh, poids à peu près, t'as une idée? Alors ça dépendait, j'imagine, de l'eau, de la nourriture, mais grosso je, modo. je suis parti avec 45 kilos sans eau Ouais, et sans nourriture. Donc on va dire au début du voyage, j'étais à 50 kilos avec l'eau et la ouais. nourriture en Europe en tout cas. Et après, je suis rentré avec presque 60 kilos. Alors, je sais pas ce qui s'est rajouté entre deux, mais il s'est rajouté, si, il s'est rajouté une tente un peu plus solide, un peu plus grande. Il s'est rajouté sans doute quelques petits trucs de confort, voilà, un matelas plus conséquent, peut-être un mixeur à la main, des petits trucs qui me font me faire Ouais, plaisir. Et puis des souvenirs aussi, des souvenirs qui se sont entassés sur le vélo, du matériel aussi pour le froid un petit ouais. peu qui s'est installé parce que quand je suis parti, c'était du matériel pas pour grand, pour du 0 degré max quoi. Ouais. Mais voilà, et mon vélo a pesé jusqu'à 85 kilos en Mongolie. Ouais, Ah ouais. en Waouh, waouh, Mongolie, waouh, ouais. 85 kilos par moins 40. Bon, ça Ouais, réchauffe, ça réchauffe du coup d'y aller avec ça. ouais, surtout quand faut le pousser dans la neige sur plusieurs kilomètres, ça réchauffe pas mal. Les moins 40 degrés, on les ressent pas beaucoup à ce moment-là. Mm. Dans les commentaires, il y a Teureux qui te demande si tu as eu des difficultés par rapport à la sécurité dans certains pays. Est-ce qu'il t'est arrivé des petites mésaventures ou est-ce que tu as senti qu'il y a des endroits, c'était pas là qu'il fallait traîner, quoi? Non, jamais. Non. Non, jamais, j'ai jamais eu. Ça, c'est vraiment je pense sans doute qu'il y a des risques, hein. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences et ça arrive, mais comme ça peut arriver en France. Euh, Moi, j'ai eu aucun problème. Même en Afghanistan, il y a juste mon imaginaire en Afghanistan qui me Ouais. disait qu'il y avait un problème, mais en soi, j'ai passé 3 semaines en Afghanistan de folie avec des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont protégé. Mais même les talibans, en tant que touristes, ils sont ultra protecteurs. Ils font en sorte que tu sois bien accueilli, que t'aies pas de problème. Euh, Pareil en Chine, la police chinoise, elle est très stricte parce que très procédurière, elle respecte vachement la hiérarchie et puis les Ouais. règles, mais la police chinoise et la police la plus sympa que j'ai vue en 5 ans de voyage. Ils m'ont offert à manger, offert à boire, et ça, et puis même ils s'excusent que bah, les lois chinoises sont trop compliquées presque. Ouais. Des fois, des fois, je les voyais, ils étaient gênés que bah, t'es 1 heure au poste pour faire des contrôles de papier, et ça les gêne un peu. Ils se disent, bah mince, il va y avoir une mauvaise image, une mauvaise expérience du pays, mais c'était pas le cas parce qu'ils savaient très bien rattraper tout ça en m'offrant un bon moment au commissariat avec des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs. Mais Ouais, ah, tu vois, à en la longue, Afrique, pareil, il y a les animaux. Ils imitent les ouais, animaux qui ont peut-être un peu. Et encore, en fait, avec un peu de connaissances, avec un peu d'expérience, au bout de 2, 3, 4 semaines, on commence ouais. à faire partie de la nature, à faire partie du décor. Donc, je trouvais que finalement, la sécurité est très, finalement, Mais ta réponse, François, elle est presque identique à celle de tous les autres voyageurs qu'on a reçus dans ces vidéos. C'est-à-dire que pour hmm, l'instant, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui nous a dit j'ai eu peur, je me suis fait arrêter par la police, j'ai flippé à hmm, tel endroit. Mais même dans des pays comme l'Iran, comme tu disais l'Afghanistan, la Chine, mais en fait, hmm, on a tellement cette image qui nous est renvoyée ici par les médias qu'on pense que ces pays sont dangereux, hmm. mais vous prouvez chaque fois, via vos réponses, vos expériences, que c'est presque les pays dans lesquels on est le mieux accueillis, en fait. Oui, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, les pays, bah, on va dire l'Iran et l'Afghanistan, on en a une très mauvaise image à travers les médias français et occidentaux en général. Mais alors l'Afghanistan, c'est quand même, et l'Iran, c'est quand même assez spécial. Ah Il y ouais. a un sentiment d'insécurité quand même, mais est-ce qu'il est réel ou c'est l'imaginaire parce qu'on nous rabâche tout le temps? En fait, les gens sont tellement accueillants dans ces pays que Ouais. je crois que ça bouche. Et il y a toujours une différence, de toute façon, entre la population et puis le politique, en fait. Parce que le politique, c'est Hmm. le côté médiatique, les relations internationales, mais finalement, Ouais, les gens qui exactement. vivent là-bas, c'est peut-être éloigné de ce qu'ils pensent vraiment déjà Voilà, en et puis plus. des rapports qu'ils ont avec les gens qui croisent. Ouais, Surtout en quand plus. c'est un occidental qui voit jamais ou voilà, ça leur Hmm. fait plaisir, j'imagine, Ouais. de rencontrer, quoi. Hmm. Alors, ouais, c'est exactement. Bah, en Iran, après, moi, j'avais quand même ce sentiment que bah, j'avais pas envie d'aller voir la police pour qu'ils m'aident. J'avais quand même ce sentiment où si j'avais un problème,
Bah, je préfère régler le problème tout seul Ouais, ou je sais pas, mais j'ai l'impression que bon bah il y a sans doute des policiers très très sympas en Iran, oui, mais bon quand même voilà, c'est mon idée, hein. Faudrait voir l'expérience de tous les voyageurs, mais voilà, faut quand même pas oublier que bah c'est des pays assez instables et que oui, il y a quand ça même peut des extrêmement. otages. En Afghanistan, il n'y a pas d'otages, mais bah, il y a des otages en tout cas étrangers. Oui, en Il y a Iran, quand oui. même des otages Oui, en Iran. Il ouais, faut y penser, ça existe. Alors c'est une petite poignée parmi des milliers de voyageurs qui y vont chaque année. ouais. Mais Et voilà, ouais, le risque zéro n'existe pas. Mais comme le risque zéro n'existe pas non plus en France quand on est sur la route et qu'on peut se faire renverser par une voiture, ouais, limite, c'est ce côté-là, hein. C'est moi pour moi le plus l'insécurité, c'était plus sur la route en tant que voyageur. À chaque fois, je me disais, pourvu qu'il y en a pas un qui regarde son téléphone ouais, derrière et qui m'ait vu, qui m'ait pas vu ou quoi. Mais ça, c'est en France et dans tous les pays du monde qu'il y a ça. ouais. Euh, voilà. Bon, pour moi, c'est vrai que j'avais toujours cette petite pensée. Des fois, j'allais je me disais, en fait, s'il y a quelqu'un qui me voit pas là, Ouais. bah Comment tout ça se peut se passe? finir maintenant, Ouais, quoi. Et c'est ça, limite, qui me fait toujours le plus peur, mais ça me faisait déjà peur avant que je voyageais. C'est pas le voyage. Moi, oui, j'ai fait du vélo en compétition, je m'entraîne sur la route, donc j'essaie de pas y penser, mais des fois, ça nous traverse quand même l'esprit mm, que bah l'accident, des fois, c'est pas nous qui le maîtrisons, ouais. même si on respecte le code de la route. Voilà, et même des fois, ça peut être ne pas être la faute de l'automobiliste, hein, du soleil de face, Oui, oui, un oui. Un accident, virage, quoi. voilà, ça peut être un accident, quoi, Tout simplement, ouais. bêtement, quoi. Tu parlais de Donc, la compétition, il y a Amoré 1998 qui te demande si tu vas reprendre la compétition. non, non, je reprendrai pas la compétition, c'est sûr. Euh, alors, il y a toujours quand même l'ultra cycling qui m'a toujours donné envie, mais même ça, des courses pour dire c'est quoi l'ultra cycling, c'est des compétitions comme l'ultra trail, des compétitions de vélo sur De longue des distance. Ouais. très longues distances, sur de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers. Mm, Ça m'a toujours donné envie. Pourquoi pas un jour je testerai, mais c'est pas un objectif en soi. d'accord. Je crois que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur mon vélo de voyage et je crois que je resterai sur mon vélo de voyage les prochaines années. Ok. Il y a Françoise. Je me dépêche parce que je t'avais dit trois quarts d'heure, regarde, ça va faire une heure, tu Ah vois. non, mais ça peut être plus, c'est pas moi, hein. C'est pas moi que Voilà, ça dérange. d'accord. Bon, Donc, mais écoute, on répond aux dernières questions. Il y a Françoise 38 qui te demande où suivre ton aventure. Est-ce que tu as un site, un site internet, un livre? Alors surtout François, je crois enfin je crois, non, c'est sûr, je sais qu'il fait des photos. Donc tu as peut-être des trucs de prévu à ce sujet. ouais. Euh, alors, ouais, bah, pour me suivre, le plus simple, c'est sur mon compte Instagram qui est juste ici, hein. C'est vraiment là où je communique le plus. Ouais. Et ou s'il y a du nouveau, ça sera ici. Et donc là, en ce moment, je suis en train de monter un dossier de financement pour réaliser une grande exposition en extérieur itinérante qui y aurait peut-être dans toute la France, j'espère, au maximum en tout cas, Ah, dans super. le maximum d'endroits, et un livre photo, pourquoi pas pour l'année prochaine. Mais bon, pour tout ça, j'ai besoin quand même de financement parce que c'est quand même un certain coût. Oui, Donc j'imagine. s'il y a des gens qui passent par là et que ça les intéresse de participer, voilà, s'ils ont des contacts d'éditeurs ou des gens qui sont Ah dans ce ben ouais. domaine, je suis preneur de contact en tout cas, mais Après, tu j'aimerais beaucoup peux, réaliser une tu vois, exposition. ce week-end au Mans, c'était le Mm. festival international du voyage à vélo et de Ouais. cyclo-camping. Ouais, peut-être ce genre d'événement te permettrait aussi de rencontrer Ouais. du monde ou de commencer cette expo pour, tu vois, pour tâter Mm. un petit peu Mm. le terrain. Bah, j'en ai Euh, quelques-uns de prévus dans la semaine qui arrive, mais d'accord. bon, pour l'instant, rien de précis D'accord. de calé, donc, mais j'en ai deux, trois, des festivals de voyage à vélo ou des festivals Ah, super. de voyage nature et Ah, tout ouais, comme ça. tu peux nous dire, tu peux nous faire une petite annonce ou c'est pas, Non, je peux non? pas. Non, Ah, je et peux pas de pas. souci. Mais Non, mais c'est pour ça que je te si demande. vous me suivez sur les réseaux, vous aurez la nouvelle, mais non, il n'y Ok. a rien d'officiel et même rien de vraiment calé à 100% Bon, sûr. bah, Donc, je t'embête pas plus sur le sujet, alors tant que c'est pas calé. ouais. Il y avait Aurélie, la petite réinventerie, alors, qu'on avait reçue à sa place il y a quelques temps maintenant, qui habite au Québec, au Canada, je sais plus, l'un ou l'autre. Mm. Elle voulait te poser la question un peu de l'aspect mental pour traverser les conditions extrêmes, notamment en Mongolie. Parce que là, j'imagine qu'il faut se forger un mental, là, un fer forgé, quoi. C'est un truc de, non? Ouais. Comment on se motive? Le matin, là, quand Comment t'es on au se chaud, motive? là, dans ton duvet, que tu dois sortir. Comment on se motive? Ouais, déjà, on l'a choisi, donc bon, Oui, déjà, ça fait une grosse part de la motivation.
Faut pas croire que bah voilà, si j'aurais pu éviter la Mongolie, j'aurais pu Oui. éviter la Namibie, voilà. Donc je l'ai choisi. Moi, j'ai un côté, pour moi, ces conditions en fait me motivent, C'est un challenge, quoi. limite le C'est, voyage passe vite en fait. ouais, Pour moi, en fait, tous nos sens se sont démultipliés sur le côté. En fait, notre corps, il est en mode les phares grands allumés en mode bon voilà, faut tous nos sens soient mis à disposition pour bah, survivre entre guillemets quoi. ouais, Donc il y a ce côté très intéressant. Par exemple, la Mongolie, moi, le premier mois, c'était pas un jeu, mais un peu, c'est vraiment ultra intéressant de découvrir les aspects du grand froid, de comment faut gérer ci, ça. Euh, euh, bah, toi, c'est vraiment ouais, le voilà, fait de d'avoir faire face aux choisi, petites quoi. C'est pas, difficultés. ouais, Ouais. Et puis j'avais chaud. En fait, la Mongolie, on se rend pas compte, mais à -40, j'avais chaud. En fait, bien équipé, bien avec les bons réflexes, euh, les bons gestes, bah finalement, j'avais chaud. En fait, les gens se rendent pas compte, mais -40 degrés dans la tente, par exemple, moi, mon duvet, c'est -40 degrés. Donc, ouais, quelqu'un qui dort à 10 degrés en France avec un duvet 15 degrés confort, il a plus froid que ouais. moi à -40. Voilà, le plus dur, c'est la transition entre le duvet et s'habiller. Là, faut faire vite mais bon, moi, je dormais presque habillé, donc en soi, Ouais. c'est vraiment Ah, regarde, 30 secondes, un peu difficile. Le tu sors pas visage, c'est pisser, vraiment froid. tu sors pas pisser la nuit, quoi, regarde, c'est, Non, non. J'ai jamais eu trop ce problème, mais non, après on peut, ouais, bon, il y a Non, je des petites rigole. techniques, hein, la petite Ouais. bouteille, on fait pipi dans la bouteille, la bouteille fait bouillotte, Je, voilà, il y a plein de petits trucs. On pourrait parler des heures et des heures de comment voyager dans le ben grand oui, froid. je Il te y en a disais ça pour, sur c'est super intéressant. je disais ça sur Ouais. un plaisantin. Aurélie a même te demandé ben, l'après-voyage, comment ça se passe, le retour, la Mm. réadaptation au quotidien, quoi, tu vois, Mm. la vie de tous les jours, parce que quand on voyage à vélo, enfin, j'allais dire, c'est pas la vraie vie. Bon, ça Oui. dépend comment on voit les choses, mais c'est pas la Mm. même vie que quand on est à la maison, quoi. Ouais. Bah oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah il y a un petit truc qui fait peur quand même, c'est que en fait on a l'impression qu'on est parti la veille quoi, et Ah qu'on ouais? se réadapte, moi en tout cas c'est mon côté, on se réadapte très très vite aux petites habitudes de la famille, aux petits trucs du quotidien, et en plus les habitudes familiales n'ont pas changé en 5 ans, donc la salière est toujours au même endroit, Ouais. on mange toujours à la même heure, voilà, donc on se réadapte très très vite comme si c'était hier, c'est assez fou. Et pareil, comme je disais avec les amis, on revoit les amis, la famille, comme si on était parti la veille, donc c'est même un peu déroutant, Ouais. c'est même un peu déroutant, Ça doit donc faire, finalement on se réadapte assez vite. ça doit faire flipper, tu cherches un truc et tu te rappelles où tu l'avais rangé avant de partir? Ouais, ouais, c'est c'est un peu ça. Et puis pareil, bah, moi là je suis avec ma compagne qui a fait aussi un tour du monde pendant 3 ans, donc on peut partager toutes ces impressions. Euh, Pareil, on a l'impression qu'en fait on n'a même pas fait de voyage en fait, que le voyage c'était un rêve. Bah, nous on a un peu cette impression Ah qu'en ouais. fait ça n'a pas existé trop quoi. Donc ça c'est un peu déroutant. On a peut-être besoin de plus que là ça fait 4 mois que je suis rentré, Ouais. un petit 4 mois. Donc, peut-être qu'il y a besoin de plus de temps, peut-être qu'il y a besoin d'écrire, le mettre sur papier, de réaliser l'exposition, d'échanger avec les gens en réel pour commencer Ouais. à vraiment. Mais ouais, c'est vrai que des fois, on a l'impression que, moi en tout cas aussi, j'ai l'impression que c'était un rêve et que finalement ce voyage, il n'a pas trop existé. Bon, malgré qu'on se dit quand même qu'il a existé, Oui, mais oui, là, faut se reconcentrer sur le fait que bah, des fois, ouais, on a l'impression que c'est tellement énorme, tellement voilà, peu commun que bah, ça décroche un peu de la réalité. ok, ok, ok. François, après ces questions, ben maintenant, c'est le moment un peu de la tribune libre, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis de quoi tu veux parler. Si tu as quelque chose dont on n'a pas parlé pendant la vidéo ou un message à faire passer, des idées, une réflexion, tu nous dis ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. C'est à toi. Ok, bah alors je sais pas trop par où commencer, mais bah, de toute façon il y aura tellement de choses à dire, mais euh, ouais, je pense que quel est le conseil que je pourrais donner le plus pour voyager à vélo? Qu'on peut partir même sans budget presque, qu'on peut partir, on n'est pas obligé de partir 3 4 ans, hein, on peut partir Ouais, que quelques semaines, voire 2 semaines. Faut savoir qu'un voyage à vélo c'est quand même pas bien cher, que c'est accessible assez à tout le monde et avec un vélo à 200 € et avec un budget de 10 € par jour, on fait largement ce qu'il faut. Pour moi, moi j'ai fait voyager en France pendant 5 mois, pendant mon tour de France avec 8 € par jour.
Et donc voilà, bon, des 0 € d'hébergement, mais Ouais. c'est peut-être le point le plus important, c'est que c'est pas inaccessible. Le plus dur dans le voyage à vélo, c'est peut-être de prendre la décision de partir Ah, et de passer le pas, c'est peut-être le plus dur et faut pas se mettre la pression là-dessus, hein. Si on part à 35, 40 ans, voire même à la retraite, c'est pas grave. Moi, je souhaite à tous les gens qui nous écoutent de au moins voyager une fois à vélo dans leur vie et que ça soit à n'importe quel âge. Ça peut être à 18 ans, à 60 ans, 70 ans, 80 ans. hmm. Voilà. Il y a tous les âges. Quand moi, j'ai croisé des voyageurs à vélo de tous les âges. Donc voilà. Ok. Mais voilà, c'est le conseil que je donnerais un peu. Oser, Euh, se lancer, quoi. Voilà. Oser, ouais, oser. Oser, mais pas trop se mettre la pression parce que des fois, c'est vrai que ça peut aussi. Oui, Je comprends que ça puisse faire peur et puis on commence par. Faut pas. Moi, j'ai voyagé par -40, +40. Je campe tous les jours dans ma tente, voilà. Mais faut pas oublier, j'ai commencé avec mes parents et que oui. on dormait à l'hôtel le soir des fois, dans une belle chambre, dans un bon lit. Voilà, on commence. Voilà, faut. Progressivement, Voilà. et puis comme tu dis, chacun fait comme il veut, on Exactement. peut dormir à l'hôtel pour Exactement. commencer. Même avec un vélo électrique, c'est toujours aussi bien, hein, le voyage à vélo. C'est sûr, c'est sûr. Vaut mieux ça que rester sur son canapé, on est d'accord. Exactement. On est d'accord. Ben, en tout Exactement. cas, merci beaucoup François là, pour tout ce partage. Si Mhm. vous avez pris la vidéo en cours de route, ben, elle sera disponible juste après sur Instagram et dans la semaine sur YouTube. Pas forcément demain, je risque de pas avoir le temps en début de semaine, mais vous allez la retrouver en fin de semaine sur YouTube. En tout cas, ben voilà, on peut continuer à suivre François sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a posté 2 ou 3 vidéos sur sa chaîne YouTube, mais vous avez compris que Oui, il y a pas de l'essentiel allait venir plus tard via des photos, une exposition. Donc on va suivre ça. Mais Mhm. vraiment, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis surtout, un grand merci à toi, François. Merci à toi, Gaëtan, surtout, hein, Avec plaisir. de donner la parole aux voyageurs à vélo, de promouvoir le voyage à vélo. C'est génial d'avoir ça sur les réseaux sociaux. C'est que du positif pour que le monde aille un peu mieux. Je fais coucou à toutes les gens qui me connaissent et que des fois je connais pas, des fois je connais. Je leur fais coucou et je les remercie aussi pour tout le soutien que j'ai eu pendant 5 ans. Vraiment, ça fait toujours chaud au cœur. On est seul, mais des fois quand on ouvre notre téléphone, on a des messages qui sont bien sympas. Et voilà, je fais coucou à tout le monde et voilà, bonne continuation à tous. Et ben, voilà, je vous souhaite tout le meilleur à tous Eh ben, écoute, super. qui nous Merci écoutent. François. Comme tu l'as dit, on est jamais seul. Écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis, ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Passez une très bonne soirée. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Voyageurs à vélo. Ben, je vous dis pas qui, cette fois, vous aurez la surprise. Allez, ben, merci encore. Et Allez, puis, ben, à bientôt. au revoir. Ciao.